Bonsoir à tous, merci d'être venus. Effectivement, comme Joanne vous en a un petit peu parlé, moi je vais essayer de me concentrer sur un métier en particulier pour vous parler de stress. Et ce métier-là, ça va être le métier de musicien classique professionnel. Alors, quand on pense à la musique classique, qu'est-ce que ça nous évoque en général? On peut penser à un style de musique qu'on aime prétendre aimer, mais que des fois on n'écoute pas forcément. Sinon, on peut s'imaginer que c'est un style de musique qui est un peu réservé à une démographie particulière. Par exemple, des gens un peu plus âgés ou des gens qui ont un statut socio-économique qui est plus élevé que la moyenne. Mais également avec la musique classique, il y a tout un imaginaire romantique qui vient. C'est-à-dire qu'on a cet orchestre, on a ce chef d'orchestre, des beaux habits, on a un décorum, et ça fait tomber un peu le musicien dans cet imaginaire romantique de l'artiste. Mais quand on va quand on discute, comme on a pu le faire nous, avec des musiciens, on réalise qu'en fait, on découvre plus qu'un art, un métier aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très très intense, très éprouvant, et ces musiciens, ils ont simultanément cette espèce de façade romantique à maintenir, et en même temps un très haut niveau de performance. Et donc, quand on va à un concert, excusez-moi, on se retrouve effectivement face à tout cet imaginaire romantique. Notre décorum, il est là, notre chef d'orchestre, il est là, nos musiciens qui ont l'air vraiment exceptionnels sont là aussi. Le public est là, éventuellement à votre droite, vous aurez sûrement quelqu'un qui est en train de faire une sieste. Mais il y a des nouveaux acteurs qui sont invités un petit peu sur cette scène, et ces nouveaux acteurs, c'est des experts de la santé, donc de la santé des musiciens. Vous avez des physiothérapeutes, vous avez des psychothérapeutes, des experts en bien-être physique et mental, qui accompagnent les musiciens dans leur préparation de leur représentation. Alors évidemment, on ne les voit pas sur scène, parce qu'ils travaillent généralement en amont, donc avant la représentation, pour la préparer. Mais il y a un autre acteur qui s'est invité sur scène, qui lui est bien présent, mais qu'on ne voit pas. Et cet acteur-là, écoutez, c'est une petite pilule, dont Joanne a mentionné le nom tout à l'heure, c'est les bêta-bloquants. Alors là, pour vous donner, excusez-moi, pour vous donner un peu une idée, aujourd'hui, quand vous allez regarder un concert sur 100 musiciens, potentiellement, vous avez 9 fois plus de musiciens qui sont montés sur scène après avoir consommé un bêta-bloquant qu'il y a 30 ans. Donc c'est un phénomène qui s'est vraiment beaucoup généralisé. Dans les performances orchestrales, pas tant que ça, au sens où vous allez avoir parfois 40% des musiciens qui en prennent, mais c'est surtout pendant les auditions. Là, vous avez quasiment 9 personnes sur 10 qui vont en consommer. Les auditions, c'est le moment où vous essayez de gagner votre place pour avoir une job. Alors, comment est-ce que cette pilule, elle se retrouve sur scène? On va essayer de voir ça ensemble, et on va aussi essayer de voir un peu ses effets. Alors avant, on a besoin d'un petit peu de contexte. Pour essayer de comprendre comment cette pilule elle arrive sur scène, il faut savoir ce que c'est aujourd'hui être un bon musicien. Puis aussi, on va un peu parler du stress, comment il se manifeste dans la vie, dans le quotidien du musicien. Et puis après, on va voir un peu les deux grandes approches, ou les deux grandes options qu'il a à sa disposition pour essayer de le gérer. Donc d'abord, c'est quoi être un bon musicien? En fait, le musicien, il a un peu comme deux exigences à respecter. Une exigence de compétitivité d'un côté, et puis une exigence par rapport à la musicalité. La compétitivité, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un milieu qui est hyper concurrentiel. Pour se faire une place dans ce monde-là, il y a beaucoup de concurrence. Et vous avez besoin de vous distinguer parmi des gens qui se distinguent déjà. Donc vous avez besoin d'être exceptionnel au milieu de gens exceptionnels. Et ça, évidemment, c'est pas évident. Et puis pour la partie musicalité, vous le savez, quand on écoute de la musique et qu'on trouve que la musique est belle, on a une relation très subjective à la beauté de la musique. Mais aujourd'hui, il domine une espèce de subjectivité dans le milieu de la musique classique qui associe justement la maîtrise technique de votre instrument avec le fait de bien jouer. Et donc nos musiciens, ils vont avoir besoin de maîtriser leur corps pour faire des gestes extrêmement subtils, extrêmement précis, extrêmement clairs. Et c'est ça qui est extrêmement difficile en fait. Oui, donc la musicalité, excusez-moi. Et donc ce contexte-là, ça va amener beaucoup de pression physique et mentale sur les épaules de notre musicien. Et donc on va voir un peu comment est-ce qu'il arrive à la gérer. Et c'est généralement dans l'espace de gestion de cette pression-là que le bêta-bloquant il va venir se loger. Alors quand on parle de stress, qu'est-ce qu'on peut en dire? En fait c'est très simple. Comment il se manifeste? Généralement sur scène. Donc on va avoir des tremblements, on va avoir des soucis pour respirer, on va avoir le rythme cardiaque qui s'accélère, des trous de mémoire, on va éventuellement aussi faire des crises de panique parfois, où on va figer, on ne va plus réussir à jouer du tout. Mais ce stress, malheureusement, il ne s'exprime pas que sur scène, il peut s'exprimer aussi dans le quotidien des musiciens. Et quand on a discuté avec eux, vous en avez qui vous expliquent qu'ils sont extrêmement anxieux, même quand ils s'entraînent chez eux tout seuls. Et à cause de ça, ça implique pour le musicien de faire un énorme travail sur lui-même pour essayer de conjurer le stress. Et là, vous avez comme deux grandes approches. La première, c'est d'essayer de s'oublier, c'est-à-dire de repousser un petit peu le stress, d'essayer de le relativiser. Et puis là, par exemple, en utilisant l'humour, ce qu'on va voir après.
Et puis également, vous pouvez explorer ou accueillir le stress pour essayer de le comprendre. L'idée étant que, en le contrôlant, vous allez réussir un peu à le maîtriser et à minimiser son impact sur vous. Alors du côté de l'humour, je m'excuse pour le montage, mais il y a beaucoup de blagues de musiciens. Par exemple, ils vont essayer de tourner en dérision des demandes de la part de compositeurs qui sont complètement inconsidérés. Ici, vous voyez que finalement c'est un pied, alors que c'est supposé être un accord que vous faites avec votre main gauche. Ici aussi, évidemment, mais c'est en référence au même compositeur. Excusez-moi. Ici, vous avez de l'humour où on tourne en dérision le fait que pour beaucoup de musiciens, effectivement, leur destin, alors qu'ils ont une trajectoire, un apprentissage, et puis qu'ils ont fait le conservatoire, qui sont tous excellents, mais pour beaucoup d'entre eux qui n'obtiennent pas un poste dans un orchestre, ils sont destinés à une vie relativement précaire pendant assez longtemps. Et puis ici, vous voyez encore une fois, c'est ce stress qui est ce compagnon de route de notre musicien et qui est tourné en dérision ici avec Marcus qui porte fièrement ses 27 ans. Également, j'ai un petit fun fact pour votre quiz tout à l'heure. Est-ce que vous saviez que quand on joue d'un instrument avant, justement, votre dentition a un rôle à jouer dans le potentiel que vous avez pour exploiter l'instrument? Et donc, pour les musiciens, décidément, pour les musiciens qui font un instrument avant, d'avoir les dents super alignées, super symétriques, ce n'est pas nécessairement très bon pour exploiter 100% de leur instrument. Et donc, vous avez besoin d'avoir des dents asymétriques. Puis là-dessus encore, les musiciens ils vont faire des blagues, par exemple en disant qu'ils aimeraient se refaire faire les dents sur la base du moulage des meilleurs instrumentistes. L'autre approche, c'est l'approche qui est un peu dominante aujourd'hui, donc je l'évoquais tout à l'heure, d'essayer d'approfondir un petit peu sa connaissance du stress pour travailler sur soi au quotidien. Et c'est là que tous les acteurs que j'évoquais en introduction, ils vont arriver dans le paysage. Vous avez des gens qui vont être capables de vous accompagner, par exemple, pour travailler votre posture. Vous en avez qui vont vous apprendre à développer votre, votre plan d'entraînement à l'instrument. Vous en avez qui vont vous aider à gérer votre carrière, pardon. Puis évidemment, vous en avez beaucoup qui essaient de discuter de ce stress ou de cette anxiété de performance. Ils vous vendent par exemple des cours en ligne, vous avez des podcasts qui sont disponibles là-dessus. Et ce qu'on a envie de retenir avec ça, en fait, c'est que vous avez tout un réseau d'experts qui se déploie autour de notre musicien. Et les musiciens professionnels aujourd'hui, avec les sportifs de haut niveau, c'est la profession pour laquelle vous avez la plus grande gamme justement d'experts dédiés à la gestion de sa santé. Et donc, vous avez un peu cette impression que dès que vous avez un problème, vous avez un expert qui va être là pour vous, et vous êtes complètement englobé et recruté dans une espèce d'économie de la santé. Et ce qui est très important à partir de là de comprendre, c'est que notre musicien, il va utiliser ces techniques-là, il va aussi essayer de relativiser, et ça va comme joncher son quotidien, mais parfois ça ne suffit pas. C'est-à-dire que quand il va monter sur scène, il va continuer d'être extrêmement stressé, il va continuer de figer, il va continuer de faire des crises de panique, et à partir de là, c'est dans ce contexte-là que le bêta-bloquant, ça devient une option à laquelle il va penser. Donc c'est bien loin de l'idée qu'en fait, on va prendre le bêta-bloquant par souci de facilité ou pour prendre un raccourci. Généralement, ça arrive alors que le musicien il met déjà en pratique tous les conseils qu'il a reçus autour de lui et qu'il a déjà aussi essayé de repousser un peu le stress en relativisant. Et donc notre pilule, elle arrive maintenant. Et donc qu'est-ce que c'est qu'un bêta-bloquant ? Pour en parler, on va penser à notre ami Sir James White Black. Ça, c'est le monsieur qui a inventé le bêta-bloquant en 1960. Et effectivement, comme Joanne l'a dit, il n'a pas du tout pensé aux musiciens quand il a fait ça. Lui, ce qu'il voulait, c'était aider les gens qui ont des problèmes cardiaques. Parce qu'en fait, c'est ça que ça fait, notre bêta-bloquant. Je vous mets d'autres petites images de lui quand même, parce qu'il a aimé poser avec son prix Nobel, et puis aussi, je pense qu'il a aimé se faire peindre. Mais en fait, ce monsieur donc, essayait d'adresser les problèmes cardiaques des gens, mais on a découvert qu'il y avait d'autres effets au bêta-bloquant. C'est-à-dire qu'en plus de réguler votre rythme cardiaque, de diminuer éventuellement votre rythme cardiaque ou d'empêcher votre cœur de s'emballer, ça va inhiber vos émotions. Donc l'intensité des émotions que vous allez vivre, elle va être complètement diminuée. Et ça va vous permettre un peu de vous oublier ou d'être dans un état un peu second. Et ça, pour notre musicien, c'est vraiment génial. Parce que d'un côté, le bêta-bloquant, il va supprimer les symptômes du stress. Donc vous n'allez plus avoir de problème de rythme cardiaque, plus de tremblements, plus de panique. Mais en plus, ça va garder un petit peu loin toutes les pensées intrusives qui pourraient déclencher en vous de la panique. Et ça lui permet en fait de réaliser cette espèce d'utopie qui associe la musicalité avec la maîtrise technique. Parce qu'au lieu d'être un musicien qui joue d'un instrument, vous devenez l'instrument au service de votre orchestre, au service de la musique et donc au service du public. Donc c'est un symbole très fort qui va en fait justifier un peu le côté séduisant du bêta-bloquant, mais parfois non, si on observe
le bêta-bloquant au-delà des effets qu'il a sur scène, mais il y a plein de choses qui sont révélées, qui sont hyper intéressantes. D'abord, il faut savoir que le rapport du musicien au bêta-bloquant, il est très crispé. Encore aujourd'hui, c'est quand même assez tabou, on a beaucoup de mal à en parler, et généralement, quand on parle, c'est sous couvert d'anonymat, et on va vous dire, bah oui, effectivement, il y a beaucoup de bêta-bloquants dans notre domaine, oui, tout le monde le sait, mais moi, j'en prends pas. Par contre, je connais quelqu'un qui en prend. Et c'est comme ça que la discussion sur le bêta-bloquant commence. C'est beaucoup des savoirs informels, beaucoup de bruits qui courent ou de rumeurs qu'on a essayé de collecter pour avoir une meilleure idée du paysage. Un autre point qui est important, c'est que le bêta-bloquant, c'est un peu le symbole d'un glissement dans le rapport à la consommation de substances de la part des musiciens pour gérer leur performance. Historiquement, ils buvaient beaucoup d'alcool pour essayer de contrôler un peu leurs nerfs. Mais dans les années 80 et 90, c'est là que vraiment le bêta-bloquant va un peu le supplanter. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus efficace. Si vous voulez un peu la comparaison, quand vous buvez de l'alcool, ou plutôt quand vous jouez sous l'influence de l'alcool, vous pouvez vous sentir bien, mais vous n'allez pas très bien jouer. Par contre, quand vous prenez un bêta-bloquant, vous ne sentez rien, mais vous jouez bien. L'autre point qui est important, et je pense qu'il fait écho à la question de Johan, c'est que le bêta-bloquant, ça ne fait pas mieux jouer. Donc est-ce que c'est quelque chose qui vous permet de vous doper ? C'est vraiment pas certain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le bêta-bloquant, ce que ça va vous permettre de faire, c'est jouer comme vous savez jouer. Point final. Également, c'est dans certains cas, vous allez même moins bien jouer que d'habitude, parce que votre stress, comme il touche aussi votre quotidien, vous vous retrouvez dans une situation où votre alimentation elle va être altérée, la manière avec laquelle vous vous reposez, votre sommeil, la manière avec laquelle vous vous entraînez, tout ça va venir un peu perturber votre préparation, et donc vous pourrez monter sur scène avec un bêta-bloquant, mais éventuellement, vous ne jouerez pas au maximum de vos capacités. Et enfin, comme je vous disais, le bêta-bloquant, c'est surtout utilisé pendant les auditions. Et pendant les auditions, c'est quasiment tous les musiciens qui vont en prendre. Ce qui fait qu'à partir de là, quand vous prenez vous-même un bêta-bloquant, en fait, vous n'êtes pas en train d'avoir un avantage concurrentiel sur vos rivaux, mais simplement vous essayez de vous donner la chance de rester dans la course. Et c'est pour ça que la question du dopage, elle doit être un peu nuancée ici et que l'analogie, elle ne marche pas complètement. Et enfin, j'aimerais aussi évoquer une dernière conséquence, c'est qu'en fait, le bêta-bloquant, il vient avec plein de représentations sociales, justement. Quand on parle avec les musiciens, ils sont très compréhensifs à l'égard de personnes qui consomment des bêta-bloquants, mais en bout de ligne, on finit toujours par retomber un peu sur l'idée qu'un bêta-bloquant, c'est un peu facile, c'est un peu de la triche, et que, à la limite, les personnes qui obtiennent une job alors qu'ils consomment des bêta-bloquants, ils ne mériteraient pas leur place. Et ça crée un stigmate, et ce stigmate, en fait, le consommateur, il va le vivre un peu en silence. Et il va finir par, d'une certaine manière, développer un sentiment de honte, et c'est son estime de lui-même qui va être attaquée, parce qu'encore une fois, le socle de son identité, c'est vraiment la perfection. Et donc si on associe le bêta-bloquant au fait, d'une certaine manière, d'avoir une faiblesse ou de ne pas avoir réussi à travailler sur soi, oui, on a maintenu la performance sur scène, mais notre socle identitaire et notre estime de soi, en silence, elle va s'abîmer. Alors aujourd'hui, et c'est là-dessus que je vais vous laisser, où est-ce qu'on est ? Il faut savoir que dans le milieu de la musique, justement, il y a des musiciens qui comprennent que le fait que la discussion sur le bêta-bloquant soit tabou, ça peut être un problème, et donc ils essaient de lutter contre ça. Leur stratégie, c'est le coming out, c'est-à-dire que vous avez des musiciens qui ont une belle carrière derrière eux, ou qui sont bien implantés, une belle réputation, qui vont publiquement déclarer être des anciens consommateurs, ou encore consommer des bêta-bloquants. Et l'idée pour eux, c'est justement de lever ce tabou-là, dans l'espoir que toutes les personnes qui consomment des bêta-bloquants, mais qui ont de la difficulté avec leur estime d'eux-mêmes, ils puissent un petit peu voir une porte de sortie ou un espace dans lequel ils pourraient partager leur expérience. Alors il faut faire attention, puis c'est là que Johan vient avec l'équipe, parce que parler de quelque chose, ce n'est pas nécessairement progresser. Comme elle a dit, des fois, parler de quelque chose, c'est aussi normaliser. Donc il faut faire attention à la manière avec laquelle on discute du bêta-bloquant, et peut-être essayer de justement se distancer de cette idée de savoir si telle ou telle molécule c'est un produit dopant ou pas, et finalement de questionner la valeur qu'on donne nous-mêmes à la performance, justement, au fait de ne pas avoir de faille, au fait d'être parfait dans notre société. Et pour ça, les musiciens, c'est un super exemple, et ils sont hyper inspirants parce qu'ils nous montrent un peu la voie des gens qui ont un peu tutoyé comme ça la perfection, mais dont on voit que les effets parfois sont assez délétères. Merci beaucoup. Merci, Benjamin. C'était super intéressant. Donc, je vais circuler dans la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Merci. Moi, j'avais en fait deux questions. La première, c'est est-ce que vous avez
de manière générale, dans toutes les études qui vont être présentées, parler à beaucoup de gens différents ou des membres d'un seul orchestre ou de plusieurs. Puis l'autre question, c'est est-ce qu'il y a un lien avec l'expérience, la quantité de métabloquants consommés, est-ce que ça a un lien avec l'expérience? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui est très expérimenté, qui va beaucoup sur scène, est-ce qu'il va moins en consommer parce qu'il se connaît mieux? Ou au contraire, est-ce qu'il en consomme plus pour s'assurer de rester au niveau? Ouais. Ben, la deuxième question, c'est quelque chose qui est assez difficile à voir, c'est un peu ambigu, parce que justement, vous avez des musiciens qui, dans la première partie de leur carrière, souffrent assez peu de l'anxiété de performance et déclarent en fait qu'ils commencent à être stressés ou à la vivre au quotidien au moment où justement ils ont fait leurs preuves, parce qu'avec le fait d'avoir fait leurs preuves, démarrent en fait des attentes et ils ont envie de rester à la hauteur de ces attentes. Donc la consommation, la trajectoire en fait de consommation du bêta-bloquant, c'est très variable. Le point sur lequel moi je voulais insister, c'était que c'était pas une consommation qui était irréfléchie, mais ça peut arriver généralement. C'est difficile à dire. Parmi les personnes qui nous ont répondu, vous avez des gens, ça a été la première audition de leur vie. Il y a quelqu'un qui, le jour de l'audition, qui est venu les voir, qui leur a filé un bêta-bloquant, ils l'ont pris, ils ont joué avec. Il y a d'autres gens, la consommation, elle va être on-off. Pendant un temps, ils vont en consommer, pendant un temps, ils ne vont pas réussir à en consommer, pendant un autre temps, en fait, ils vont être obligés d'en consommer, par exemple, même quand ils s'entraînent chez eux, parce que sinon, ils n'arrivent pas, ils tremblent, ils n'arrivent pas à jouer. Donc, il y a une relation, en fait, à la pilule elle-même qui est variable, qui est très individuelle, et nous, on n'a peut-être pas assez d'entrevues ou assez d'exemples pour établir des tendances claires. La seule tendance claire que j'ai voulu partager avec vous, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est pris en isolation des autres méthodes de gestion du stress. Et la première question, c'était Pardon, merci. Combien de personnes, et est-ce que vous avez interrogé des musiciens dans plusieurs orchestres? Ben, on a utilisé la méthode comme boule de neige, c'est-à-dire que quand on rencontrait un musicien, on lui demandait des contacts. Fait que là, il y a un petit biais, parce qu'on se retrouve un peu à discuter avec des gens qui peuvent appartenir au même réseau. Mais sinon, globalement, oui, on a discuté avec des musiciens de différents orchestres. On a discuté avec des musiciens qui ne sont pas dans des orchestres, mais qui sont par exemple dans des quatuors, etc. On a discuté aussi avec des musiciens qui font du jazz, parce que généralement, c'est des études en interprétation qui sont parallèles à ceux du classique, donc on voulait aussi voir ce que ça donnait. On a discuté aussi avec des psychologues pour avoir leur avis là-dessus, pour savoir comment est-ce que justement tout ce réseau d'acteurs dont j'ai parlé, il abordait la question du bêta-bloquant. Fait qu'on commence à avoir quand même une espèce de cartographie assez globale et assez intéressante, je pense pertinente aussi pour cette étude. Et les forums de discussion, excusez-moi. J'avais pas été recruté à cette époque-là, c'est pour ça que j'en parle pas. T'as-tu déjà vu des musiciens genre arrêter de prendre du métoprolol puis comment ils se sentaient genre face à ça? Ou t'en as pas parlé ou Non, on m'en a parlé. C'est juste que on peut pas évoquer une addiction au propranolol par exemple, ou du coup un syndrome de manque une fois qu'on n'en prend pas. C'est vraiment une valeur très contextuelle qu'on va donner à la pilule, qu'on utilise un peu pour se protéger et qu'avec l'habitude en fait, de l'utiliser, on va continuer à l'utiliser parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas faire sans. Donc effectivement, dès qu'on s'arrête, c'est qu'on est généralement dans un espace mental où on est prêt à essayer, puis ça va durer un temps, des fois on n'en reprendra plus jamais, puis des fois on va en reprendre, mettons, des années après. Mais de toute façon, je dirais que le musicien, il n'est pas laissé seul là-dedans quand il a envie de s'arrêter, parce que vous en parlez en fait à d'autres musiciens avec lesquels vous êtes très très proches, et comme je vous disais encore une fois, c'est vraiment pas rare d'avoir des musiciens qui font par exemple une psychanalyse en même temps qu'ils font leur carrière, ou qui ont des contacts avec des experts là-dedans. Yes. Oui. Tu l'as brièvement abordé en répondant à l'autre question, mais je m'interroge sur la provenance des bêta-bloquants. Est-ce que c'est plutôt dans le milieu, ça circule, puis c'est donné entre eux? Est-ce que c'est toi qui vas aller chercher dans une source extérieure? C'est qui initie ça dans le fond? En fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que oui, le bêta-bloquant, c'est pensé pour les maladies cardiaques, mais en fait, depuis les années 80-90, il y a eu un gros push, il y a eu des gros travaux qui ont été faits justement du côté des psychothérapeutes et des psychiatres, et le bêta-bloquant, il est aussi prescrit pour des cas d'anxiété sévère. Parce que tous ces événements, en fait, tous ces éléments en fait, qui vont inhiber les émotions, ils sont intéressants. Pourquoi ? Parce que quand on fait de l'anxiété sévère, vous avez un espèce de cercle vicieux où vous finissez par être anxieux d'être anxieux. Et donc vous n'arrivez pas à sortir de cette boucle-là. Et le fait de prendre un bêta-bloquant, ça va mettre un peu en pause vos émotions pour vous donner un moment dans votre journée où vous allez arrêter d'y penser.
Et donc, conjointement à une psychanalyse, enfin une psychothérapie par exemple, ça peut vous aider. Donc, vous allez voir des gens qui peuvent le prescrire et ils vous donnent les prescriptions, puis éventuellement, vous pouvez la faire circuler de musicien à musicien. Donc, c'est initialement toi-même qui cherches à aller chercher cette consultation-là, tu te fais recommander ce médicament-là Oui. pour la performance. Tu peux te le faire recommander. Alors, on ne va pas dire pour la performance, mais on va dire contre l'anxiété. C'est ça, mais c'est par des voies... C'est ça. Mais sinon, globalement, il y a aussi beaucoup de gens qui arrivent à la consommation de bêta-bloquants parce que c'est un ami qui leur donne. C'est ça. Les deux marchent. Ouais. Merci. Merci beaucoup. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait pour les questions. Par contre, à la fin de l'événement, il va y avoir, après la troisième présentation, au fond, il va y avoir une séance de questions un petit peu plus longue où est-ce que vous pourrez poser vos questions. Donc, je vous invite à les noter, à les garder en tête pour plus tard. Merci beaucoup, Benjamin.